Les OGM au service de l'agriculture industrielle. Une émission de Radio Zinzine. Il s'agit de la 5e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, donc réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. Aujourd'hui, nous retrouvons Christophe Noisette de l'équipe d'InfoGM et notamment un peu le rédacteur en chef, on pourrait dire. Christophe, tu es là ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu proposes d'évoquer la question donc, du rôle des OGM, comme tu dis, au service de l'agriculture intensive. Tout à fait, parce que... Pour être clair, les OGM sont présentés depuis les années 90 par les entreprises comme une technologie de rupture, comme une technologie qui va permettre de faire enfin de l'agriculture durable, de l'agriculture presque bio. Il y avait des discours comme ça dans ce sens-là dans les années 90-2000. Or, en fait, ces technologies, parce que maintenant il y a plusieurs technologies qui se regroupent derrière le terme OGM, ce sont des technologies qui servent l'agriculture intensive, qui servent l'agriculture industrielle, qui sont même au secours, au sens où les OGM viennent pallier les difficultés de l'agriculture intensive et cherchent, tant bien que mal, de résoudre les problèmes que l'agriculture intensive a posés. Bon, bien sûr, c'est un échec fracassant, et nous allons développer ça au cours de cette émission maintenant. D'accord, peut-être c'est bien de commencer pour rappeler, comme tu as déjà fait un tout petit peu, mais le discours qu'on a eu au début, on a vraiment vanté les mérites de ces OGM qui allaient venir pour adapter les plantes, non, et même à la limite de pouvoir réduire la quantité de pesticides. Mais peut-être tu peux rappeler un peu le discours de l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Le discours majeur par rapport à l'agriculture, parce qu'il y a eu plusieurs types de promesses, bien sûr. Tout ce qui concerne les OGM fonctionne sur l'économie de la promesse, c'est vraiment le point principal, c'est-à-dire qu'on vend des choses, on vend du vent. Et ces promesses ne se réalisent pas, mais par contre, les dividendes s'engrangent et les actionnaires touchent ces dividendes. Le discours par rapport à l'agriculture, c'est de dire que grâce aux OGM transgéniques, on allait enfin pouvoir réduire drastiquement les quantités d'herbicides et d'insecticides pulvérisés sur les cultures, parce qu'on s'était rendu compte dans les années 80-90 que quand même les plantes, les animaux devenaient de plus en plus résistants aux molécules chimiques, commençaient donc à devenir intraitables dans le cadre de l'agriculture industrielle. Alors bien sûr, d'autres types d'agriculture, comme l'agroécologie paysanne par exemple, utilisent d'autres moyens et elles n'étaient pas confrontées à ces problèmes de résistance et ces problèmes d'obsolescence en fait de l'agriculture chimique. Donc en gros, les herbicides fonctionnaient de moins en moins bien, les insecticides de moins en moins bien. Et donc est apparu les OGM pour justement pallier ce premier échec de l'agriculture chimique en disant grâce aux OGM on va enfin trouver une solution technique qui permettra de réduire ces quantités d'herbicides et d'insecticides. Donc ils ont mis au point deux types d'OGM, ce qu'on appelle les OGM tolérants à un herbicide. Le plus connu est le Roundup Ready, qui tolère le Roundup, l'herbicide de Monsanto Bayer, et les plantes dites BT, du nom d'une bactérie, la Bacillus thuringiensis. Et ces variétés BT, ces plantes BT, maïs, coton principalement, permettaient de produire un insecticide en continu dans les plantes. En fait, avant, on ne pouvait pas utiliser du Roundup ou autre herbicide de cette catégorie, parce qu'en fait, le principe d'un herbicide total, c'est qu'il détruit tout, il brûle tout sur son passage. Et donc, pour utiliser du Roundup sur les cultures, il fallait que tout disparaisse, sauf la plante qui était génétiquement modifiée pour tolérer ce Roundup. Et donc, ça a très bien marché aux États-Unis sur quelques plantes seulement, le soja, le maïs et un peu le colza. Ça a très bien marché parce qu'en fait, c'était un outil au service de l'agriculture intensive. Cette agriculture intensive, elle avait des problèmes d'herbicides, et donc là, on a proposé un outil radical qui permet de tout détruire, sauf
la plante en question. Donc dans un premier temps, ça a très bien marché. Dans un premier temps seulement. Parce que ce qui s'est passé avec les herbicides chimiques, s'est passé avec le Roundup et les variétés foraginiques, les adventices, les mauvaises herbes, comme on dit souvent, mais je préfère le terme adventice parce que pour moi les herbes ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là, elles existent, elles font partie de notre quotidien, elles font partie de notre environnement. Donc les adventices, ont développé elles aussi des résistances à ces molécules, du glyphosate, du glyphosinate d'ammonium, etc. Et donc cette stratégie a fonctionné dans un temps, mais après il a fallu augmenter les doses d'herbicides de plus en plus, et même après utiliser même plusieurs herbicides, et on a comme ça des OGM qui tolèrent 1, 2, 3, voire 4 herbicides, qui est pratique, c'est-à-dire qu'on peut balancer tout dans le champ, et tout disparaît, sauf la plante cultivée. Voilà, donc c'est vraiment au service de l'agriculture intensive parce que ça permet de pallier ce premier échec. Mais on voit bien que cette étape-là, elle-même, a été contournée par la nature, parce que la nature est capable de s'adapter, de résister, et elle est résiliente, elle est beaucoup plus résiliente que l'action humaine sur les champs. Oui, je voulais juste poser une question. Ça Oui. paraît assez évident, mais c'est bien de le rappeler peut-être. Je veux dire, l'agriculture industrielle, il me semble, depuis l'évolution vraiment des grandes surfaces, un peu des monocultures, etc., c'est vraiment le but de, effectivement, avoir juste une seule culture. Souvent, c'est un peu des clones. Il y a très peu de diversité déjà à l'intérieur de la culture. Mais avec ce que tu décris, ça doit avoir un impact très élargi sur la biodiversité, sur les insectes, sur même des oiseaux, enfin plein de choses qui apportaient un certain équilibre, qui apportaient vraiment des solutions aussi, qui remplaçaient en quelque sorte le besoin de pesticides. Et donc, ça, c'est un élément qu'il faudrait prendre en compte. Donc, c'est le renforcement de la destruction de tout ce qui est un peu insectes et compagnie dans le zone où on a mis ces OGM. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Les OGM sont arrivés dans un système agricole déjà fortement perturbé, notamment par ce que tu dis, là, les monocultures sur des très grandes surfaces. Les OGM sont arrivés dans ce cadre-là, dans les années 90-2000. C'est aux États-Unis, en Argentine et au Brésil et au Canada que les OGM Roundup Ready notamment ont été adoptés par les agriculteurs parce qu'ils étaient déjà dans ce système de monoculture intensive extrêmement faible, extrêmement fragile. Alors que dans des systèmes agroécologiques paysans, avec des petites parcelles, avec des haies, avec des rotations, avec une diversité d'espèces, une diversité au sein de l'espèce de variétés, ces problèmes-là n'étaient pas aussi criants. Il y a bien sûr des problèmes de parasites, d'herbicides, d'adventices dans tous les systèmes agricoles, mais ils sont plus ou moins importants en fonction de la taille du champ et de la monodiversité, enfin justement la non-diversité, je ne sais pas comment dire, l'absence de diversité de ces champs-là. Ça, tout à fait d'accord, et c'est pour ça que ces OGM-là ont été une sorte de béquille de plus pour les agriculteurs, parce qu'ils s'étaient vraiment pris au dépourvu par ces champs complètement attaqués par de l'amarante, par un certain nombre d'adventices, ils ne savaient plus comment s'en débarrasser. Les OGM leur ont apporté un petit répit pour des gens qui étaient déjà la tête sous l'eau. Il faut quand même voir que si les agriculteurs américains ont adopté les OGM, c'est qu'ils étaient vraiment déjà dans une situation de grande précarité et qu'ils étaient prêts à croire n'importe quelle promesse, n'importe quelle publicité, parce que ces gens-là étaient déjà vraiment en très grande précarité. Pour donner un ordre d'idée, il y a quasiment plus d'agriculteurs qui sont en simple activité dans ces systèmes monoculturels intensifs. Ils ont tous une ou deux ou trois activités économiques parce que l'agriculture ne rapporte plus grand-chose. Ils sont aussi souvent en très grande situation d'endettement, 80% des fois d'endettement, donc des systèmes extrêmement précaires. Et donc là, dans ce cas-là, quand on dit hey, j'ai pour toi une nouvelle technique qui va permettre de passer un peu moins de tracteurs parce que ton Roundup, il va tout éliminer et les variétés vont tolérer le Roundup et comme ça, ça sera plus simple pour toi, ça va faciliter tes pratiques culturelles. Quelqu'un qui est dans une situation de précarité et qui n'a pas beaucoup de temps, et donc pour lui, un passage de tracteur sur 400, 1000 hectares, 2000 hectares, ça représente un temps énorme
il est prêt à adopter ça. Malheureusement, le prix de la semence a augmenté au fur et à mesure aussi, et finalement, l'impasse se referme toujours sur le paysan, sur l'agriculteur. Voilà, ça c'était pour les variétés Roundup, pour montrer que... mais je voulais aussi parler des variétés donc BT, donc c'est les variétés qui produisent un insecticide, et ces variétés BT sont dans la même logique que les variétés Roundup Ready, ce sont des variétés qui produisent un insecticide pour pallier l'échec des insecticides chimiques, parce que les insectes s'étaient adaptés aux insecticides chimiques. Et donc, en produisant des plantes transgéniques, on permet à la plante de produire en continuité, et dans toutes ses cellules, le dit insecticide. C'est-à-dire que la pression sélective sur l'insecte, elle est beaucoup plus forte. Et donc, dans un premier temps, ça va quand même éliminer un certain nombre de parasites agricoles. Mais là encore, c'est une molécule, c'est une protéine qui est produite, certes de façon biotechnologique, mais qui est produite par une plante. Cette pression sélective, l'insecte l'a contournée. Et je ne peux pas citer le nombre important d'insectes qui sont devenus tolérants aux variétés BT, mais il y en a plein. Et donc, pareil, comme pour les variétés tolérantes à l'herbicide, on a commencé à empiler les gènes, à empiler les transgènes pour que la plante BT, le maïs BT, le coton BT produisent 1, 2, 3, 4, 5, 6 insecticides différents pour avoir un spectre de toxicité beaucoup plus large et essayer de pallier ainsi au début de résistance. C'est une fuite en avant technologique sans fin. Alors que dans le cadre d'une agriculture plus résiliente, dans le cadre d'une agriculture qui prend compte de l'écosystème, c'est pas l'insecticide qui joue, c'est l'équilibre des parasites, l'équilibre des parasites, c'est-à-dire qu'on est dans une chaîne, dans un écosystème très complexe qui fait que si il est laissé un peu à lui-même, si on le laisse un peu faire, il a tendance à s'auto-réguler. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des fois des proliférations parce qu'il y a un climat particulier, beaucoup d'eau à un moment et de la chaleur, et tel insecte prolifère. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Mais en tout cas, la solution miracle des biotechnologies n'a pas fonctionné. Elle a été vraiment pensée au service de l'agriculture intensive. Christophe, j'aimerais juste peut-être aborder rapidement, mais un aspect qu'en fait on n'a pas trop mentionné dans nos émissions. Il me semble qu'il y a un aspect social aussi. C'est-à-dire quelle campagne, quelle population rurale, quelle implication d'une population dans l'agriculture. Les OGM et ce que tu dis, même ça veut dire qu'il y a moins d'activités, même juste sur un tracteur, même dans le cadre industriel, parce que finalement, comme tu dis, soi-disant, ce système empêche de devoir faire autant d'actions ou d'activités contre des problèmes qui arrivent sur le champ. Et en fait, ça crée ces énormes espaces qu'on voit d'ailleurs aussi en France, hein, dans pas mal de régions, mais ce qu'on peut voir au Canada, aux États-Unis, ces énormes espaces avec quelques machines, tracteurs, moissonneuses-batteuses et quasi aucune population. Oui, c'est ça. Oui, ce sont des déserts humains. C'est vraiment des situations très très dures pour les agriculteurs. Ils sont livrés à eux-mêmes. Après, ils s'entraident bien sûr dans la mesure du possible. Mais souvent, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas de voisins à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est des situations où ils sont dans des formes de déserts humains et de déserts même végétaux, parce que le champ il est monolithique. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de haies, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est une vision un peu presque cauchemardesque. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'outils, de béquilles technologiques, parce qu'ils ne peuvent plus traiter tout ça. Après, l'économie de tracteur, encore une fois, elle marche une fois. Mais après, si la plante elle s'adapte, il faut passer d'autres types d'herbicides, il faut utiliser d'autres façons de faire, et au bout d'un moment, l'économie qu'il y a eu dans un premier temps disparaît. Faut vraiment voir les OGM dans la continuité de l'agriculture industrielle, comme un outil, comme avant il y a eu les insecticides et les herbicides chimiques, comme un outil, mais comme une fuite en avant, parce que au bout d'un moment, on ne s'en sort pas. C'est pour ça que maintenant, ils essayent de travailler directement sur les adventices et sur les insectes parasites. C'est la nouvelle étape qui est en cours d'apparition, je ne sais pas comment dire, c'est une nouvelle étape en tout cas dans cette fuite en avant, c'est de modifier directement les parasites pour que ces parasites s'auto-éliminent. C'est quand même un concept fou, c'est qu'ils essayent de rendre les adventices ou les insectes parasites stériles pour que d'eux-mêmes ils disparaissent. Parce qu'on se rend compte que face à une pression sélective sur des molécules chimiques produites ou non par la plante,
le vivant s'adapte. Donc ils se sont dit, bon bah comme on n'arrive pas avec ces biais-là, on va essayer de produire des insectes et des adventifs qui vont s'auto-éliminer. C'est ce qu'on appelle, ils vont essayer de faire ça aussi avec le forçage génétique, hein, mais on peut aussi le faire avec la transgénèse classique ou de la mutagénèse avec CRISPR-Cas9, etc. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Voilà. Ils ont déjà travaillé un peu sur ce projet-là au Brésil. Donc, il y a des champs de maïs BT au Brésil, sur des très grandes surfaces. Hein, et il y a un insecte parasite du maïs, Spinoceras, qui est devenu tolérant, résistant à un certain nombre de protéines produites par les plantes BT. Je ne sais pas combien, mais plusieurs. Donc, les protéines CRI, on les appelle. Et donc là, ils sont en train de produire en laboratoire, c'est l'entreprise Oxitec qui fait ça, ils sont en train de produire en laboratoire des insectes Spinoceras génétiquement modifiés pour être mâles stériles. C'est-à-dire qu'ils relâchent dans la nature ces insectes génétiquement modifiés, uniquement des mâles modifiés. Ces mâles modifiés, quand ils s'accouplent avec des femelles sauvages, ont une descendance uniquement mâle. Donc les mâles se réaccouplent avec des femelles, il y a une descendance uniquement mâle, etc., etc. Ça marche sur quelques générations, puis après ça se dilue. Et il faut remettre dans la nature des insectes transgéniques. Le but, c'est que s'il y a de plus en plus de mâles, il y a de moins en moins de femelles, hein, et donc il y a une baisse potentielle de cette population d'insectes parasites. Mais bon, là encore, c'est une vision complètement étriquée de la nature, c'est une vision complètement étriquée de la vie, parce que si ça marchait, bon déjà ça ne marche pas, hein, concrètement on l'a vu avec les moustiques transgéniques mâles stériles, l'incidence sur la dengue au Brésil a été complètement faible, pour ainsi dire inexistante. Donc ça ne marche pas. Mais bon, on pourra imaginer qu'ils vont beaucoup travailler, ils vont dépenser des millions et des milliards d'euros et de dollars, et peut-être qu'ils vont réussir à avoir un insecte qui vraiment fait le job. Mais même si cette population parasite disparaît, eh ben, en fait, il y aura un autre insecte qui va prendre le relais. Ça s'est déjà passé avec les plantes de thé. On l'a déjà vu en Chine, et en Inde, et je crois aussi aux États-Unis. L'efficacité au début des plantes BT a permis d'éliminer les Coverpasea des champs de coton, qui était un parasite majeur du cotonnier. Et ben, l'élimination de ce parasite a donné la place à des parasites secondaires qui sont devenus majoritaires. Et c'est ça, il n'y a jamais de vide, il n'y a jamais de place laissée. C'est-à-dire que si on extermine quelque chose, eh ben, ça va créer un espace pour un autre insecte ou une autre adventif, ça marche dans tous les cas, pour prendre le relais, puisque on est dans des situations de champs déséquilibrés. On est dans des situations de champs fragiles, de champs qui n'ont pas de capacité par eux-mêmes à rester parce qu'il n'y a pas de biodiversité. Voilà. Donc on est vraiment dans une fuite en avant énorme. Et quand je dis que les OGM, c'est comme l'agriculture chimique, c'est parce que au niveau du paradigme fondamental de comment ça fonctionne, c'est la même chose. L'agriculture chimique, son paradigme majeur, sa vision du monde, c'est action-réaction. J'ai un problème, je mets un anti-problème. En gros, j'ai une plante qui m'embête, une mauvaise herbe qui m'embête, je la détruis avec l'herbicide qui correspond. C'est pareil pour les OGM. J'ai un problème avec la pyrale, c'est un insecte, c'est un papillon même, pour être précis, mais c'est la chenille de la pyrale qui est gênante pour le maïs. J'ai un problème avec la pyrale, avec les chenilles de pyrale, je mets soit un insecticide chimique sur la pyrale, soit je mets une plante BT qui va lutter contre cette pyrale. Donc on est vraiment dans action-réaction, alors qu'en fait, le monde n'est pas binaire. La pyrale, elle prolifère si elle a de la place. S'il n'y a plus d'oiseaux qui la mangent, qui grignotent de cette chenille, si les variétés sont toutes homogènes, eh ben, pour elle, c'est juste le festin. C'est génial. Parce qu'elle va de maïs en maïs, ainsi elle peut grignoter tout le champ. Alors que si le champ était complexe, si le champ était avec des variétés de population, avec des variétés paysannes, hétérogènes, ben peut-être que dans ce lot de maïs, il y en aurait un ou deux ou 10, ou je ne sais pas, qui seraient un peu plus résistants à cette pyrale et qui ne seraient pas attaqués par cette pyrale. Mais si on a vraiment la même chose, une fois qu'elle arrive, eh ben, elle peut se promener, elle peut coloniser le champ intégralement. Voilà. Donc c'est vraiment ce paradigme-là à l'œuvre qu'il faut vraiment prendre conscience. Et il est vraiment antagoniste de la façon de faire de la lecture comme on le faisait avant, c'est-à-dire en étant avec la nature. Là, on est contre la nature. On veut éliminer, on veut détruire. Ce sont donc des nécro-technologies, et non pas des biotechnologies. Ce sont des nécro-technologies. On va faire une petite pause musicale, et on reprend. Ouais, ça marche.
je rappelle que nous sommes en train de discuter avec Christophe Noisette, rédacteur en chef de l'équipe InfoGM. C'est la 5e émission dans notre série Raconte-moi autrement les OGM, et aujourd'hui on évoque surtout la question des OGM au service de l'agriculture intensive. Alors Christophe, il y a quand même un petit point que j'aimerais, parce qu'on a déjà évoqué ça dans d'autres émissions, mais je trouve que c'est quand même important de le dire. On vante beaucoup les OGM, on parle beaucoup des OGM, et ça marche pour certaines cultures, mais seulement certaines cultures. En fait, il y a beaucoup de cultures où ils n'ont jamais vraiment pu mettre en place des OGM. Donc toi tu as évoqué le soja, le coton, le maïs, mais il y a plein d'autres où finalement c'est un échec. Oui, tout à fait. Donc en gros, alors actuellement en plantes transgéniques, parce que quand on dit OGM, on entend beaucoup transgéniques, mais en fait il y a plein de types d'OGM, et je pense qu'il faudra revenir un tout petit peu là-dessus en fin d'émission, garder 5 minutes sur le débat actuel sur ce qu'on appelle les nouveaux OGM. Mais parlons des OGM transgéniques qui sont dans les champs depuis donc 96 aux États-Unis. Il y a 4 plantes principalement qui sont modifiées par transgénèse. C'est le soja principalement, le maïs, le coton et le colza. Ils ont essayé avec le blé, ça n'a pas marché. Il y a un petit peu de canne à sucre, mais c'est ridicule. Il y a un petit peu de papaye, mais c'est ridicule. En gros, il y a très peu de variétés génétiquement modifiées. Il n'y a pas des OGM partout. Et pourquoi ces 4 plantes? C'est parce que ce sont les cultures de rente. Ce sont les cultures qui sont cultivées sur des très grandes surfaces et pour lesquelles il y a un appât du gain. C'est vraiment les cultures qui servent aussi à nourrir le bétail, ou à produire des textiles ou des agrocarburants. Donc ce ne sont pas des champs que l'homme ou la femme ou les enfants ou les humains consomment directement. Ce sont vraiment des cultures industrielles. Et c'est pour ça que le discours qu'on entend souvent, un peu moins maintenant, mais comme quoi les OGM peuvent nourrir le monde, c'est un discours qui est complètement faux, parce que les OGM servent surtout à nourrir le bétail, à nourrir les moteurs. Et on sait très bien que dans le cadre de l'agriculture intensive, dans le cadre de l'agriculture industrielle, le bétail, il n'est pas du tout intéressant en termes de rapport de calories, parce qu'il faut 10 calories soja, maïs pour 1 calorie de bœuf, par exemple. Bon, c'est le cas extrême. Le poulet, c'est un peu moins, le cochon, c'est entre les deux, et la volaille, à peu près pareil. Et surtout, c'est que dans le cadre d'une agriculture normale, paysanne, les animaux, eux, ils broutent, tout simplement, ou ils picorent. Enfin, ils sont dans la nature. Là, les OGM, ça sert à augmenter la concentration des animaux dans les statues jusqu'à... Il y a un petit lot aux États-Unis de l'entreprise Simplot qui est de 120 000 têtes. Donc c'est énorme. Et donc, les OGM maïs et soja servent à nourrir ce bétail-là, un bétail donc malade, un bétail mal en point, hyper concentré et qui a plein de maladies. Et donc, pour montrer en quoi les OGM sont vraiment, entre guillemets, au secours de l'agriculture intensive, c'est que maintenant, ils essayent, avec les OGM, de créer des animaux qui deviennent résistants aux pathologies créées par la concentration qui a été permise par l'alimentation. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux. On concentre les animaux, on leur donne à manger quelque chose qui n'est pas adapté à leur physionomie. La vache broute encore de l'herbe, je répète, et ne mange pas du maïs et du soja. Ça, c'est une vie de l'esprit, depuis les années 50-60, c'est complètement délirant. Cette concentration et cette alimentation produit des maladies en grande quantité, et donc maintenant, on réfléchit à travailler avec des vaches qui tolèrent telle ou telle maladie, ou aussi, comme ils sont très concentrés, les cornes deviennent problématiques. Alors que les cornes, c'est extrêmement important pour une vache. Hein. C'est vraiment, je ne vais pas faire un cours sur la corne, mais c'est vraiment quelque chose qui permet une reconnaissance sociale, qui permet la thermorégulation, qui permet de gérer des parasites, qui permet de se gratter, de se faire des soins. Bon, bref, la corne, c'est vital pour une vache. Mais comme ces vaches sont extrêmement concentrées et nourries avec des OGM, on doit leur couper les cornes. L'écornage, thermique ou physique, est extrêmement douloureux pour la vache. Et donc, les partisans des OGM disent, nous, on va vous faire des vaches sans cornes. Comme ça, c'est éthique. Ils ne souffriront pas. Certes, elles ne souffriront pas de l'écornage, mais en fait, elles vont souffrir de l'absence de cornes. Et donc, en fait, on est vraiment dans un système complètement vicieux même, je pourrais dire, pervers, où on résout des problèmes que l'agriculture intensive a créés. Donc, les OGM sont censés être une réponse à des problèmes elles-mêmes créées par le système dans lequel les OGM s'insèrent. Et c'est ça qui est quand même assez hallucinant.
Pareil pour les poulets. Là, il y a des chercheurs américains, israéliens, etc., qui travaillent pour avoir des poulets génétiquement modifiés pour résister à la grippe aviaire. Mais la grippe aviaire, c'est pas un problème. Elle est un problème dans les systèmes d'élevage hyper concentrés, dans les systèmes concentrationnaires. C'est là où le parasite, le virus, il se propage très vite et il colonise des grandes populations. Mais si on a quelques volailles par ici, quelques volailles par là, dans un système ouvert, à ciel ouvert, avec d'autres animaux, etc., eh ben, le virus, certes, il peut proliférer à un moment, mais il peut aussi plus facilement s'autoréguler. Dans un système concentrationnaire, il ne peut pas s'autoréguler. Il devient important. Donc, on shoot les poulets aux antibiotiques, puis on se rend compte que les poulets deviennent eux-mêmes résistants aux antibiotiques, comme pour les insecticides, comme pour les herbicides. La nature contourne la réponse humaine, et donc on propose maintenant des poulets. Bon, ils n'arrivent pas à le faire. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on nous promet et très peu de réalisations. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que 4 plantes et c'est que 2 modifications génétiques. Hein. En gros, c'est que de la tolérance à un herbicide et de la production d'insecticides. Bref, ça existe que dans le fantasme et dans les articles de journaux de propagande. Les riz enrichis en vitamine A, les plantes qui poussent dans le désert, les plantes qui poussent dans des sols salins, les plantes qui poussent en zone inondable, ce sont des promesses qui existent depuis 20 ans, 30 ans, qui n'ont jamais été réalisées. Mais en t'écoutant, ça donne quand même l'impression, tu as parlé de cauchemardesque avant, je veux dire, en fait c'est un monde en souffrance, de souffrance, surtout les bêtes, avec cet univers concentrationnaire absolument abominable. Parfois on a vraiment du mal à imaginer qu'il y a des humains qui peuvent supporter de voir des bêtes dans de telles conditions, hein, des poulets, des vaches complètement, comme tu dis, écornées et concentrées en permanence sur du béton, enfin tout ça. Mais en plus, des humains en souffrance, parce que comme tu dis, passer toute sa vie sur des énormes surfaces, sur des tracteurs ou autres, et être encore quand même dans une fragilité économique, c'est désespérant tout ça, quoi. Bon, on peut rajouter, oui, tout à fait. Ce qu'on a décrit jusqu'à présent est désespérant, mais on peut encore rajouter des couches, si je puis dire. C'est qu'en fait, non seulement c'est désespérant par rapport à ce qu'on vient de dire, mais c'est aussi désespérant parce que le fait que du fait des brevets, du fait des COV, donc des certificats d'obtention végétaux, qui sont des sortes de propriétés industrielles sur les variétés, les agriculteurs ne sont même plus libres de semer ce qu'ils veulent. Ils sont complètement dépendants des coopératives qui leur donnent la semence chaque année, ils doivent la racheter chaque année, ils ne peuvent plus faire des semences de ferme, ou ils peuvent à la marge en Europe sur quelques espèces comme le blé, etc. Et globalement, ils sont pris dans un étau aussi au niveau de leur choix. La coopérative, elle leur propose une semence avec un traitement, avec une façon de faire, parce que derrière, ils veulent un produit standardisé. Donc, on a la vision du paysan qui décide, choisit, adapte, évolue, coévolue avec la nature. Cette vision-là, cet homme-là, cette femme-là, ce paysan, cette paysanne, a tendance à disparaître au profit de salariés, pour ne pas dire des esclaves, hein, parce que dans certains cas, c'est presque ça, des grandes coopératives, des grands distributeurs, qui leur imposent telle variété parce qu'ils veulent, par exemple, un blé, bon, il n'y a pas de blé transgénique, mais ça marche aussi pour l'agriculture industrielle de base. L'industrie de la pâte a besoin d'un certain blé avec un certain taux de gluten, avec une certaine forme de gluten. Et bien, le paysan, l'agriculteur, l'exploitant agricole, doit semer telle variété pour correspondre à telle demande. Voilà, la boucle est bouclée. En amont, par rapport à la semence, ils ne peuvent pas choisir, et en aval, par rapport au produit final, ils ne peuvent plus choisir. Il y a bien sûr des paysans et des paysannes qui résistent, notamment en Europe, qui essaient d'avoir des circuits courts, etc. Mais les jeunes ne rentrent pas dans cette économie-là. D'accord. Christophe, je propose qu'on fasse encore une petite pause musicale, Okay. Et puis ensuite, je pense que c'est important d'évoquer les nouvelles formes d'OGM dont tu as parlé un peu, et un peu l'actualité, parce que il y a vraiment c'est un moment charnière, comme on a dit dans d'autres émissions, avec les initiatives de la Commission européenne et autres, pour essayer de revenir en arrière sur les questions de traçabilité, d'étiquetage, etc. des OGM.
Voilà, donc nous approchons petit à petit la fin de cette émission, donc dans la série Raconte-moi autrement les OGM, donc c'est la 5e émission dans cette série mensuelle, quoi. Les OGM au service de l'agriculture intensive avec Christophe Noisette, donc d'InfoGM. Et il faut qu'on évoque un peu les nouvelles générations ou l'évolution, disons, dans ce monde des OGM et en fait l'actualité. Juste un petit point que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Quand on disait que les OGM allaient permettre de réduire la quantité d'herbicides, donc ça c'était la promesse qui était faite, il y a quelque chose qui toujours m'a perturbé, c'est qu'en fait, ceux qui vendent l'herbicide et ceux qui vendent la plante transgénique, ce sont les mêmes entreprises. Donc ils savaient très bien qu'en fait, en vendant les variétés Roundup Ready, ils allaient de fait vendre plus de Roundup. Autrement, ils n'auraient pas mis en place une plante qui aurait permis de tuer un pan de leur business. Monsanto vendait les Roundup Ready et le Roundup. Maintenant, c'est Bayer. Bayer a racheté Monsanto il y a quelques temps. Mais c'était pareil, Bayer vendait le Liberty Link, et donc c'est une variété tolérante à un herbicide, et l'herbicide correspondant. Et même, il y avait des contrats qui imposaient aux agriculteurs d'utiliser tel herbicide avec telle plante. C'est-à-dire que quand je parlais de mainmise des entreprises sur le choix des paysans, c'était aussi par des contrats extrêmement sévères qui imposaient cette combinaison plantes transgéniques et herbicides. Ça fonctionne ensemble, c'est fait pour aller ensemble, et ce sont les mêmes entreprises. Donc maintenant, on nous parle de NTG, nouvelles techniques génomiques. NGT, NTG, alors certains disent NBT, et d'autres disent plantes génétiquement éditées, etc. On est en train de nous inventer plein de termes pour ne plus parler d'OGM. Parce que, en fait, dans l'Union européenne, mais aussi dans d'autres pays, le terme OGM est associé donc à des pratiques culturelles, industrielles, néfastes pour l'environnement et potentiellement pour la santé humaine. On ne sait pas trop, parce qu'on n'a jamais vraiment voulu le chercher, mais bon, là-dessus, il y a tout un pan de recherche. Et néfaste aussi pour la paysannerie, pour la biodiversité, etc. Donc, le terme OGM est connu et décrié, et depuis maintenant, il y a quand même toute une littérature scientifique et politique qui permettent de montrer les échecs et des impasses de la nature OGM. Donc, comme ils veulent continuer à faire des OGM, parce que qui dit OGM dit brevet, qui dit OGM dit aussi contrat, dit un certain nombre de choses qu'on a déjà évoquées, et donc ils veulent continuer à produire des OGM, les grandes entreprises internationales comme le Syngenta, racheté par la Chine, Bayer, Monsanto, BASF, Villemorin, Limagrin, etc. Tous ces grands semenciers souhaitent continuer à faire des OGM, mais par contre, ils ne souhaitent plus que le public soit au courant. Ils ne souhaitent plus que les OGM soient étiquetés, soient autorisés et évalués. Parce qu'en fait, si on maintient le cadre réglementaire tel qu'il existe actuel, qui est certes perfectible, mais qui a le mérite d'exister, il est fort probable qu'avec les nouvelles techniques de modification génétique, les citoyens, les citoyennes, les consommateurs, les consommatrices, les paysans, les paysannes, tout le monde continue ce refus. Et donc il faut masquer la réalité, il faut détourner le sens des mots, il faut mentir, et donc on appelle les OGM des NTG, des NGT, ce qu'on veut, etc. Et le 5 juillet 2023, la Commission européenne a proposé une proposition de règlement pour qualifier tous les OGM quasiment, je ne sais pas combien de pourcents, mais la majorité des OGM à venir, de NTG, et elle propose que ces fameux nouveaux OGM donc, ne soient plus soumis à aucun cadre réglementaire pour la plupart d'entre eux. Je dis aucun cadre réglementaire, dit plus d'étiquetage, plus d'évaluation, plus de traçabilité, plus de détection, plus rien. Et c'est un vrai problème, non seulement parce que le consommateur ne pourra plus savoir qu'est-ce qu'il consomme, mais c'est surtout que le paysan ne pourra plus savoir ce qu'il sème. Et si on ne sait pas ce que sème le voisin, on ne peut pas se protéger de la contamination. Actuellement, il y a un certain cadre, une certaine transparence, encore une fois, perfectible, mais qui permet à l'agriculture biologique ou à l'agriculture sans OGM de survivre dans ce monde un peu compliqué, fait de flux de pollen, de transport de camions, de silos mélangés, etc. Et si l'information n'existe plus, comment se protéger? Comment éviter la contamination? Et après, si on est contaminé, comment se retourner contre le voisin, contre l'entreprise, s'il n'y a plus de détection, de traçabilité? C'est-à-dire s'il n'y a plus de registre qui dit que telle variété, elle est OGM, telle autre, elle n'est plus. Et donc, parce que dans l'Union européenne, actuellement, quand on dépose un dossier d'autorisation pour un OGM, on doit aussi déposer une méthode de détection. Cette méthode de détection permet de retrouver l'OGM
à la fois dans d'autres champs, dans des silos, dans des bateaux, dans des camions, etc. Mais s'il n'y a plus ce cadre actuel, si ce cadre actuel est détruit, littéralement détruit par la nouvelle proposition de la Commission européenne, alors il n'y aura plus de méthode de détection. Donc c'est un vrai enjeu de transparence et de démocratie. C'est juste un enjeu de démocratie parce qu'il n'y a plus de choix possible. Alors encore une fois, ça c'est une proposition qui a été faite par la Commission européenne le 5 juillet 2023. Cette proposition part maintenant en discussion, ce qu'on appelle en trilogue. Donc le trilogue, c'est la Commission européenne, les États membres et le Parlement européen. Il y a un certain nombre de pays de l'Union européenne qui s'opposent à cette proposition, comme l'Autriche, comme l'Allemagne. Il y a des pays qui sont extrêmement favorables à cette proposition, comme la France, qui est notamment un défenseur ardent de l'absence de réglementation pour les nouveaux OGM, qui est M. Semon, le ministre de l'Agriculture. Voilà. Donc le débat a lieu en ce moment dans les sphères européennes, mais c'est aussi à nous, citoyens et citoyennes, de commencer à se repositionner sur cette question-là, comme on s'est positionné dans les 90 années, qui a fait que finalement les OGM transgéniques dans l'Union européenne, il y en a eu, il y en a encore, mais ça n'a pas envahi complètement notre agriculture ni notre alimentation. Il y a quand même eu un barrage qui a été fait à certains niveaux par les citoyens et les citoyennes, par les paysans et les paysannes, parce que voilà, il y a eu une information. Donc il faut à nouveau reprendre la marche, reprendre le chemin pour exiger cette transparence, pour exprimer sa volonté citoyenne. Christophe, je veux dire, comment comprendre, je veux dire, la France, peut-être il y a l'IMACRAN, voilà, il y a des lobbies qui poussent à ce que la France prenne cette position, mais l'Allemagne, où il y a Bayer, je veux dire, pourrait faire pareil. Donc, comment on explique cette différence d'approche? Dans la coalition allemande au pouvoir, il y a aussi des écologistes, en partie, donc ça sont aussi dans les sphères politiques, donc ça joue. Et c'est des différentes approches, c'est aussi parce que les distributeurs allemands, donc Spar, Lidl, Leader Price, etc., ces monstres de la distribution, ont pris position contre les nouveaux OGM, ont pris position pour un étiquetage des nouveaux OGM. Et quand les distributeurs se mobilisent, le gouvernement a tendance à être écouté. Et si en France, on a eu des gouvernements extrêmement opposés aux OGM, dans les années 90-2000, c'est parce que Carrefour, notamment, était rentré dans la bataille. Il n'y avait pas que les Greenpeace, la Confédération paysanne et les pêcheurs. Il y avait aussi des acteurs économiques. Là, il faut inciter Carrefour, par exemple, il faut inciter Casino, il faut inciter un certain nombre de distributeurs français à se mobiliser. Parce que la mobilisation citoyenne est un levier, mais les acteurs économiques sont aussi un autre levier important. Voilà. Donc je pense qu'en Autriche et en Allemagne, c'est parce qu'il y a eu vraiment une mobilisation de ces distributeurs, de ces acteurs économiques, et qui a été en partie écoutée par le gouvernement. Oui, au niveau du Parlement européen, je veux dire, c'est une très mauvaise période parce qu'on approche la campagne électorale qui va commencer parce qu'il y a des élections l'année prochaine. Oui. Et juillet, c'est vraiment juste au début de la pause estivale. Mais est-ce que vous, à InfoJM, vous avez pu voir les réactions au niveau du Parlement? Alors actuellement, on n'a pas d'informations très précises. Le débat commence à peine. Mais bon, après, ce qui est intéressant, c'est que normalement, une telle proposition de loi dans l'Union européenne, ça prend 2 ans, 3 ans. C'est à peu près le délai classique pour quelque chose qui est assez important, pour un changement assez important de cadre réglementaire. Là, la présidence espagnole de l'Union européenne, donc c'est l'Espagne qui a la présidence de l'Union européenne, comme ça tombe le 6 mois. L'Espagne a, lors de la dernière rencontre des ministres de l'Agriculture à Cordoba, là, récemment, fin août, je crois, l'Espagne a dit, de toute façon, tout ça sera réglé avant fin décembre. Alors là, s'ils arrivent à se mettre d'accord avant fin décembre sur cette proposition de loi, ça sera quelque chose de jamais vu et ça prouvera que les lobbies sont vraiment extrêmement puissants et que donc il n'y aura quasiment pas de débat démocratique, il n'y aura quasiment pas de débat dans les États membres, il n'y aura pas de débat entre les États membres, ça va être fait au forceps, ça va être fait au forcing. Voilà. Moi j'ai un doute sur ce calendrier, j'avoue, j'y crois pas trop, mais de proposer un calendrier aussi rapide montre qu'ils ont peur du débat. Ils ont peur que le Parlement vraiment mobilise plusieurs commissions, la commission environnement, la commission agriculture, la commission économie, la commission santé, etc. Que plein de débats aient lieu. Plus il y a de débats, plus on en parle, plus les gens s'y opposent.
Contrairement à ce qu'on dit que les gens s'opposent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que les OGM, c'est faux. Plus les gens ont conscience de ce que c'est qu'un OGM, de ce que ça implique comme vision agricole, comme vision sanitaire, comme vision sociale, plus ils s'y opposent. Voilà. L'information est un levier important, et c'est pour ça qu'Infogène existe depuis 99, depuis 24 ans maintenant, pour essayer d'apporter des éléments concrets, des éléments référencés, des éléments sourcés, pour que chacun puisse se construire une opinion éclairée et prendre une part de débat. Donc, continuez de vous informer, c'est maintenant que le débat a lieu. Si cette proposition passe, encore une fois, je répète, on ne pourra plus rien faire. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut annoncer au niveau de la France, je ne sais pas, au niveau de rassemblements ou de rencontres, ou je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui est prévu pour l'automne? Alors, nous, c'est pas notre rôle Infogène de faire des campagnes, hein. Nous, on est un site d'information, mais il y a plusieurs organisations qui se mobilisent, la Confédération Paysanne, qui est toujours extrêmement mobilisée par rapport à ces questions-là, mais il y a aussi un rassemblement fin septembre, là, dans une dizaine de jours à peine. Le 23 septembre, il y a une grosse réunion d'information à Poitiers, organisée par l'Appel de Poitiers, 23-24 septembre à Poitiers. Il y a plein d'informations, vous pouvez trouver ça sur Internet. Voilà, ça sera un moment important pour se renseigner, pour voir qui se mobilise. Il y a OZO aussi, Objectif Zéro OGM, qui se mobilise, c'est eux qui organisent cette réunion à Poitiers. Il y a la FNAB qui se mobilise, la Fédération Nationale pour l'Agriculture Biologique, qui est complètement menacée par cette nouvelle réglementation. Voilà, il y a pas mal d'acteurs, Nature et Progrès aussi, je pense, se mobilisent, les biohistoriques, qui eux sont vraiment strictement opposés aux OGM pour des questions philosophiques. C'est-à-dire que pour eux, on ne franchit pas, on ne détruit pas les noyaux des cellules, on ne bombarde pas les cellules. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Oui au croisement, non à l'intrusion violente d'éléments extérieurs dans des cellules, dans des noyaux de cellules qui sont des forteresses qui ont été constituées par des millions d'années et qui, avec les OGM, en quelques années, sont réduites à un champ de mines, avec des choses qui n'ont jamais coévolué. Donc il y a des mobilisations un peu à droite à gauche, chacun peut se renseigner. Et après, chacun peut aussi écrire à son député, à son eurodéputé, à son ministre, son papier libre. Il y a pas de raison de s'opposer ou de soutenir les OGM. Donc chacun peut trouver sur le site des éléments intéressants. Voilà. Et donc, de toute façon, les auditrices et auditeurs qui voudraient comprendre plus, il y a un nombre considérable d'articles sur votre site qui est donc infogm.org. Et merci Christophe. Merci Antoine. Et je rappelle que donc cette émission est mensuelle, donc il y aura une émission en octobre et on va continuer chaque mois à évoquer ce sujet qui est Eric il dit toujours que c'est simple, mais c'est complexe et simple à la fois. Et donc en fait c'est ça, il faut vraiment essayer de ne pas rentrer dans les techniques, il ne faut pas rentrer dans les débats trop, il faut voir à quoi ça sert, quels sont les objectifs, privatisation du vivant, mécanisation à outrance, etc. Il y a des choses qui sont assez simples dans le schéma organisationnel de l'agriculture autour de ces OGM-là. Et toutes les émissions qu'on a faites ensemble, elles sont sur notre site internet et sur le site de Radio Zinzine. Donc vous pouvez aussi, pour ceux qui retrouvent cette émission en cours de route, avoir les 4 épisodes précédents sur ce site. Voilà. Très bien. Mais merci Christophe et à la prochaine. Merci encore, oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était donc les OGM au service de l'agriculture intensive, la 5e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée donc par Radio Zinzine en partenariat avec Infogm. C'était avec Christophe Noisette, qui est donc rédacteur en chef de cette équipe. Et voilà, vous pouvez, comme on l'a dit, retrouver cette émission sur le site de Radio Zinzine, qui est radiozinzine.org, ou alors sur le site d'Infogm, tout simplement, infogm.org.